5e et dernière étape du Tour des Alpes que vous suivez désormais en direct sur la chaîne L'Équipe. Bilbao, que vous apercevez, est toujours leader. Oui, il pleut aujourd'hui sur une étape courte. Il y a toujours Romain Bardet pointé à 2 petites secondes du coureur espagnol. Et Thibaut Pinot est devant encore, comme hier. On retrouve Patrick Chassé, Christophe Riblon et Cyril Guimard aux commentaires, messieurs. Feu d'artifice aujourd'hui. Oui, et c'est pas une rediffusion d'hier, on tient à vous le dire. D'ailleurs, la météo est pas du tout la même. On risque pas de faire la confusion. La météo, justement, parlons-en, 7 degrés avec une pluie qui accompagne les coureurs depuis le départ. Une visibilité qui n'est pas bonne. Et encore, là on se situe plutôt dans la vallée désormais, au bas de la descente de la troisième difficulté. Toutes les difficultés, encore une fois, ne sont pas répertoriées, certaines ne sont pas très longues. Mais là, on va prendre la direction du Bahnberg et nous sommes en compagnie du groupe de poursuivants derrière les 2 hommes de tête. Un groupe dans lequel nous avons... qu'est-ce que je raconte là? C'est le peloton qu'on a à l'image, ouais. La tête du peloton. Là, on est encore sur des images, je pense, du début de course. Exactement. Avant que l'échappée se forme. C'est ça, Ouais, là on est vraiment sur le tout début de l'étape. Et on était là aussi évidemment dans la vallée, puisque le départ de cette étape a été donné de Linz. Linz, la ville de Félix Gall, le coureur autrichien de la formation AG2R Citroën, qui occupait au départ de cette étape la 4e place au classement général. Vous voyez qu'il y a eu des tentatives d'attaque, mais rapidement réprimé par le peloton. On ne souhaitait pas qu'une échappée se développe, en tout cas dans les premiers kilomètres. Puis, il y a aussi beaucoup de coureurs qui sont intéressés pour prendre cette échappée. L'étape est courte, 114 km, et beaucoup de coureurs sont loin en classement général. Donc on se dit qu'il y a une possibilité aujourd'hui pour que l'échappée aille au bout. La première difficulté, c'était le Bahnberg qui a été escaladé après une trentaine de kilomètres, et c'est là qu'est sortie une échappée de 15 coureurs, desquels se sont extraits ces 2 coureurs que vous avez actuellement à l'image. Il adore ça, Thibaut Pinot, le mauvais temps. Enfin, je ne sais pas s'il l'adore, mais en tout cas, il s'en accommode très bien. Et il est en compagnie de David de la Cruz. On parlait beaucoup de cette équipe Astana en compagnie de Claire Bricogne il y a quelques minutes. Eh bien, cette équipe Astana, revigorée au lendemain de la victoire de Miguel Ángel López, spécule, pourquoi pas, une récidive avec David de la Cruz ici à l'image, qui est un bon coureur, Cyril Guimard. Oui, c'est même un très bon grimpeur également. Et puis c'est vrai que la victoire de son équipier hier, ça a redonné un petit peu de baume, un petit peu d'envie. La remarque est vraie également pour Thibaut Pinot, puisque en fait on retrouve les 2 équipes que l'on a vues hier dans le final avec le résultat que l'on connaît. David de la Cruz qui a eu l'occasion de faire 10e du Tour UAE. Il avait abandonné avant la dernière étape sur Paris-Nice, et il dispute seulement sa 4e course de la saison. L'écart est très important avec le peloton. Vous le voyez, plus de 10 minutes désormais. Il ne fait aucun doute que devant, on va se jouer la victoire. Mais attention, quand on dit devant, peut-être faut-il être précis. Parce qu'il n'y a que 22 secondes entre le groupe de poursuivants et le groupe et le duo de tête. Ça veut dire que David de la Cruz et Thibaut Pinot sont placés sous la menace d'un retour de leurs poursuivants, alors que tout à l'heure ils ont compté plus de 40 secondes, il me semble, d'avance sur leurs poursuivants. Les poursuivants, ils sont au nombre de 4. On va les voir, je l'espère. C'est peut-être pas évident quand même. 4 coureurs en poursuite derrière Thibaut Pinot et de la Cruz. Nous avons André Amador, le coureur portoricain de l'équipe Ineos. Lennart Kemna, vainqueur d'une étape sur ce Tour des Alpes, c'était le 2e jour. Igor Arrieta de l'équipe Kern Pharma. Et puis enfin Thorstein Train, le Norvégien de la formation UNOX. Il y avait d'autres coureurs dans cette échappée, puisque je vous ai dit qu'ils étaient 15, mais les autres sont déjà relégués très loin, au point d'ailleurs de peut-être se faire rejoindre avant la fin, on n'en sait rien, mais quoi qu'il en soit, des coureurs comme James Piccoli, comme Jefferson Cepeda, comme Davide Baïs n'ont pas été capables de suivre le rythme imposé par les meilleurs grimpeurs de cette échappée dès que nous sommes arrivés à nouveau sur des pentes difficiles. Alors on a fait le choix pour de la Cruz et Pinot de s'isoler à l'avant. Est-ce que c'est un bon choix, justement? Je rappelle qu'ils sont partis à peu près plus de 60 km. Plus de 60 km de l'arrivée. Ça fait déjà une bonne vingtaine de kilomètres qui sont comme ça échappés à 2. On le sait, la victoire d'étape, elle est devant.
pour Thibaut Pinot. De la Cruz, il n'y a aucun objectif de général, donc le seul objectif c'est d'aller chercher la victoire étape. Et moi je me demande quand même si on ferait pas mieux pour De la Cruz et Thibaut Pinot d'attendre ces 4 coureurs qui sont derrière à 22 secondes. Après derrière on est beaucoup plus loin, d'après les infos qu'on a. On est quasiment à 2 minutes, hein, donc il n'y a aucun risque avec les coureurs derrière. Je pense qu'on serait mieux à 6 qu'à 2 dans cette vallée. L'objectif, je l'ai dit clairement, c'est d'aller remporter l'étape aujourd'hui. Il n'y a pas de classement général, il n'y a pas de bonification pour tous ces coureurs. Donc pour aller gagner l'étape, il faut être le plus frais sur le final. Et j'ai peur que là, l'énergie qu'ils sont en train de dépenser Thibaut Pinot et David de la Cruz peut leur porter plaisir. Regardez, on voit la moto qui clignote au fond là-bas. La moto, je pense c'est ça, l'écart est autour de 20 secondes. Donc en gros, voilà, on est en train de garder des coureurs à 20 secondes qui pourraient qui pourraient très certainement filer un coup de main et permettre de s'économiser un petit peu plus. Donc voilà, je me pose la question de savoir si je pense que moi j'aurais peut-être fait relever en tant que directeur sportif. À voir. C'est vrai que dans cette vallée, on a fait pas mal de kilomètres, plutôt en faux plat descendant. C'est encore le cas pour quelques kilomètres. Et puis il y aura une autre vallée, une fois qu'on aura escaladé à nouveau le Bamberg, pour rejoindre Stronach. Ouais, c'est encore long, on a encore beaucoup de vallées. Il y a beaucoup de vallées. Qu'est-ce que vous en pensez, Cyril Guimard? Erreur tactique, choix tactique discutable de la part de Thibaut Pinot et de son compagnon d'échappée David de la Cruz, ou fallait-il de toute façon faire le ménage dans cette échappée fournie? Il y avait 15 coureurs au départ, tous n'étaient pas d'ailleurs d'excellents grimpeurs. Oui, alors c'est vrai que la stratégie qui a été mise en place, ou les circonstances de la course qu'on fait qu'on se retrouve avec 2 hommes en tête, peut être discutable, mais il est incontestable qu'il y avait un moment où il fallait faire aussi un petit peu le ménage dans la dernière ascension, de façon à éliminer, entre guillemets, les coureurs qui derrière se seraient... On se relève, excusez-moi, je vous interromps. J'ai l'impression qu'on se relève dans le groupe. C'est un peu fugitif. C'est normal, c'est ce que vient de nous dire Christophe. Comme tout le monde nous écoute. Vous vous octroyez un pouvoir. Non, c'est pas légèrement démesuré. Donc effectivement, il fallait faire le ménage. Ensuite, il faut toujours se méfier le jour où on a des conditions atmosphériques comme celles que les coureurs connaissent actuellement. C'est qu'il y a des descentes et qu'il faut essayer, quand vous pouvez vous isoler à 2, 3, 4 ou 5, c'est plus facile de faire les descentes à sa main, de bien ajuster ses trajectoires, de bien ajuster son entrée dans les courbes avec un freinage adéquat qui va permettre de ne pas être en survitesse. Après, c'est derrière, il faut rentrer ou pas rentrer. Donc je suis pas certain que ce soit une mauvaise situation, sauf qu'il faut savoir à certains moments s'il faut l'arrêter ou pas. Et c'est là où il faut prendre la décision. Et je sais que les directeurs sportifs ont souvent un petit problème pour prendre la décision. Arrêter devant pour que ça revienne derrière, et si tu ne peux pas ressortir et que tu ne vas pas gagner, tu vas te dire finalement j'aurais peut-être dû laisser faire. Christophe, je vous laisse la parole, mais juste pour préciser, on a entamé l'ascension du Bamberg, la deuxième ascension, mais pas par le même versant. Il a été franchi en début d'étape, c'est là d'ailleurs qu'est sorti cette échappée, et il est à nouveau franchi. En fait, on monte le versant, c'est bien ça, Christophe, qui avait été descendu tout à l'heure par les coureurs. Oui, c'est ça, et après on va redescendre le versant qui a été donc escaladé en début d'étape, 6 km 800, 6,6 de pourcentage moins, donc c'est moins raide que la descente que vont devoir affronter les coureurs. Non, juste pour revenir, en fait ils sont en train de me donner tort, tout simplement, parce que là l'écart est monté à 50 secondes. Contrairement à ce que j'ai entendu, il se relève pas. L'écart est monté à 50 secondes, et ce qui nous fait dire que derrière on est vraiment en train de perdre du temps, c'est qu'on a fait passer les voitures Groupama FDJ et Astana. On leur a permis de venir derrière leurs 2 coureurs à l'avant, ce qui n'était pas le cas il y a encore 3 ou 4 km. Donc la situation a évolué, donc voilà, pour l'instant non, là à 48-50 secondes, non, on n'a plus aucune raison d'attendre, ce qui n'était pas le cas pour moi tout à l'heure quand on était à 20 secondes. Donc voilà, on est parti pour un mano à mano pour ces 2 coureurs. Donc voilà, il reste 38 km, donc maintenant il faut essayer d'avoir la meilleure gestion possible, ne pas prendre froid, continuer à s'alimenter, même si l'étape est courte. On sait que les conditions sont difficiles, l'étape est dure, et surtout il y a une grosse dépense énergétique, et surtout pour Thibaut Pinot, qui on le sait hier a quand même fait un gros raid, a été repoussé dans ses retranchements jusqu'à l'arrivée, a fini à épuiser l'étape. Donc il faut, pour lui aussi, c'est très encourageant de le revoir à l'avant aujourd'hui, de le revoir à ce niveau-là.
Mais voilà, il faut pas oublier de s'alimenter, le final sera long. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la déception d'hier a quand même en partie été effacée, en tout cas qu'il l'efface de la plus belle façon, Cyril Guimard. La plus belle façon de ne pas gamberger par rapport à ce qu'on a vécu, c'est de rajouter, je dirais, une couche, un épisode au dernier numéro qui n'était pas très concluant, quoi. En tombe de cheval, il faut remonter. C'est ça, non? À force d'écouter Cyril, je pense que tout un lexique. L'étape d'hier a été vécue, point. Thibaut a été battu, point, c'est les faits. Après, bon, il y a tout ce qu'on a mis autour, qu'on a mis en évidence, etc. Aujourd'hui, il y avait une nouvelle étape. Soit il partait dans le coup, ce qu'il a fait, soit il se mettait au service de ses équipiers qui sont placés pour la gagne au classement général et éventuellement essayait dans la mesure où il a quand même pas un mauvais coup de pédale, la preuve c'est qu'il est à l'avant, soit il se mettait dans un rôle d'équipier avec une abnégation totale pour ses équipiers placés au classement général, ou il repartait dans un coup pour faire un numéro. Bon, apparemment c'est la deuxième solution que lui a choisi, enfin lui ou l'équipe ou les directeurs sportifs, ça on ne le saura pas. Mais il y avait ces deux options. On a choisi celle d'envoyer à l'avant donc Thibaut. En tout cas, l'écart continue d'augmenter, hein, puisque là, on n'est pas loin de la minute désormais d'avance pour ces deux hommes de tête. Ouais. Quand on voit Thibaut Pinot, on a l'impression qu'il a déjà bien donné, hein, dans cette échappée. Il a le rictus de l'effort. Vous me direz, il est en danseuse, on est sur la pente. Ouais, il est souvent comme ça. Hein. Il est souvent comme ça. Vous voulez dire qu'il n'y a pas à s'inquiéter quand on regarde son compagnon d'échappée. Lui a l'air beaucoup plus, impassible. Hier, il avait le même visage. Oui, ce que je voulais dire, c'est que l'échappée, elle est revue dans le bas de la descente à 20 secondes, 20-21 secondes. Et derrière, le groupe de chasse a perdu du temps dès que nous avons commencé, enfin dès que les coureurs ont commencé à gravir les pentes de cette difficulté, ce qui veut dire qu'il y a quand même un écart de potentiel entre les deux hommes de tête et le groupe qui est derrière. Donc j'ai presque envie je pense qu'ils sont partis tous les deux sans même peut-être le chercher. Vous parliez de ces deux coureurs qui ne jouent pas le classement général. Thibaut Pinot, il est à 14 minutes. David de la Cruz, il est à 31 minutes. Ça veut dire quand même que, au-delà même de l'échappée d'hier de Thibaut Pinot, qui n'a pas été payante, hein, en termes d'écart évidemment à l'issue de cette étape. En termes d'image, elle est payante quand même. Hein. Non, bien sûr, c'est un autre débat. Mais David de la Cruz, il a fait moins d'efforts. Oui, hier, il est à 30 minutes, hein, quand même. Il a fait moins d'efforts hier, mais je pense qu'il en a fait moins depuis le départ. Et pour toutes les raisons qu'on a évoquées en avant-course, également par rapport à la situation de cette équipe où il n'y a pas une ambiance absolument extraordinaire. Ça on le savait, mais bon, vous savez que la victoire hier, des choses peuvent évoluer très vite. La preuve, c'est que de la Cruz, aujourd'hui, il avait retrouvé des jambes et c'est très bien. Espérons qu'il les retrouve pas trop. Ouais, c'est ça. Il a fait moins d'efforts, ça c'est une certitude. Après, si on occulte l'échappée hier de Thibaut Pinot, je dirais qu'on a deux coureurs qui sont quasiment du même niveau, hein, puisque si Thibaut Pinot hier n'est pas devant, je dis pas qu'il serait retrouvé à 30 minutes au général, mais en tout cas il serait pas à 14, il serait peut-être plus à 18 ou 20 minutes. Donc on a sensiblement sur des coureurs qui ont à peu près au départ de ce Tour des Alpes qui ont à peu près la même condition physique, sauf que Thibaut Pinot, malgré sa déception d'hier, s'est quand même grandement rassuré. Et même vous parliez de son rictus et de son attitude. Je ne sais pas si vous vous souvenez des images d'hier sur le final, mais c'était beaucoup plus haché, beaucoup plus laborieux, je dirais. Franchement, là, on retrouve un Thibaut Pinot qui a un coup de pédale qui a l'air facile, qui a l'air de... Franchement, là, je vois pas j'ai pas le sentiment qu'on soit déjà dans une fatigue. Pour Thibaut Pinot, j'ai l'impression que tout va bien, contrairement par contre à David de la Cruz, qui malgré qu'il ait ses lunettes, j'ai l'impression que lui par contre a un rictus quand même beaucoup plus fatigué. N'oublions pas une chose, il fait aussi froid, donc les muscles du visage sont... Oui, c'est ça, on est toujours plus bouffi, un peu bouffi, plus contracté, c'est plus difficile d'accrocher un sourire à sa face, c'est normal. Et puis on est aussi agressé par le froid et la pluie.
Alors ils le sont aussi, hein, les coureurs de la formation Bahreïn qui contrôlent pour l'instant, enfin qui contrôlent pas vraiment d'ailleurs cette échappée. On avait prévenu qu'on ne chercherait pas à reprendre cette échappée aujourd'hui, qu'on allait se concentrer sur la bagarre concernant le classement général. Moi quand je vois Thibaut Pinot, j'ai quand même singulièrement l'impression qu'il maltraite ses pédales. Regardez, c'est haché, c'est enfin dans le bon sens du terme, c'est efficace. Ça c'est pas gentil de maltraiter ses pédales. Alors que c'est beaucoup plus... Non mais on voit qu'il est volontaire. C'est vraiment, on dirait presque qu'il met un peu de rage dans chaque coup de pédale au cours de cette ascension. S'il veut, heureusement, il est là pour ça. Si l'un ou l'autre a les moyens, il est là pour se battre. Il est pas Cyril, là pour, il est pas en vacances. Là. Si l'un ou l'autre, je m'en doute, de ces deux coureurs veut lâcher son compagnon d'échappée, à quel endroit sur cette fin de parcours doit-il le faire? Le plus tard possible? Les écarts, il faudrait voir comment les écarts avec l'arrière se produisent. J'attendrai la dernière ascension quand même. Patrick, t'inquiète pas, ça va se faire tout seul. Déjà, ça va se faire tout seul, vu les conditions climatiques, vu la difficulté du jour. Mais voilà, s'il y a un choix à prendre, honnêtement, je pense qu'il faut. Là, on est sur un bon rythme. Les coureurs continuent à prendre les deux coureurs peut-être continuent à prendre de l'avance sur leur poursuivant. Il n'y a pas de danger potentiel pour l'instant à se faire reprendre derrière. Je pense il y a encore une longue vallée. Il y a une vallée de quasiment presque 20 km après cette ascension pour aller chercher la dernière ascension. Donc il vaut quand même mieux la faire à deux et au contraire se mettre en défaut par rapport à son compagnon d'échappée à ce moment-là de la course. Ça peut leur porter préjudice, surtout si on n'arrive pas à le distancer. Et même si la distance est courte, dans la pluie et le froid, il y a les coups de fringale qui peuvent arriver très tôt. Parce qu'on consomme beaucoup d'énergie, pas seulement pour gravir les ascensions ou être dans les descentes sur les freins en permanence, on épuise le glycogène beaucoup plus rapidement. Alors il ne faudra pas oublier de s'alimenter, mais vous voyez que les deux voitures des directeurs sportifs de ces deux coureurs sont présentes juste derrière et on ne manquera pas évidemment de le rappeler à ces deux coureurs de la part de leur encadrement. On ne voit que les deux hommes de tête et le peloton. Il n'y a que deux caméras proposées pour la retransmission de ces images. Mais attention, l'écart, il y avait un petit problème avec l'écart. Oui, il vaut mieux l'effacer. Mais n'oublions pas que derrière, il y a des coureurs intercalés. D'ailleurs, il y a un petit peu de changement, puisque derrière, on avait 4 coureurs en poursuite. Ils ne sont plus que 3, car sur les pentes de ce col, le Bahnberg, eh bien, André Amador a été distancé, ce qui confirme que le Costa-Ricain de l'équipe Ineos n'est pas dans sa meilleure forme. On avait pu le constater où déjà prématurément il s'était fait sortir d'une échappée au cours de ce Tour du Trentin. C'était de ce Tour des Alpes, oui, c'était hier. Reste donc en poursuite. Je crois que c'est le 3e jour qu'il est à l'avant. C'est la 3e fois, ouais. 3e fois que. Et c'est à chaque fois un peu la même punition pour lui. Oui, mais effectivement, quand le premier jour vous êtes puni, le deuxième vous risquez de l'être. Il a fait deuxième derrière Lennart Kemna, oui, exact. Oui. Donc il y a un moment, ça s'additionne les raids à l'avant. Lennart Kemna qui lui fait partie du trio de poursuite derrière Thibaut Pinot et David de la Cruz. Kemna qui s'est imposé, on s'en souvient, il y a 2 jours à Villabassa. Il est en compagnie de Thorsten Train de l'équipe Uno X et en compagnie donc de Igor Arrieta de la formation Kern Pharma. 3 coureurs qui néanmoins possède, vous le voyez à l'image, désormais plus d'1 minute de retard sur Thibaut Pinot et sur David de la Cruz. Le peloton, on a passé le cap des 10 minutes en ce qui concerne le peloton et même des 11 minutes de retard par rapport à la tête de la course. Ce qui peut paraître étonnant, nous diront certains téléspectateurs, c'est que si l'on comprend bien que l'équipe Bahreïn n'est pas intéressée par la jonction avec l'échappée, aucune autre équipe n'est tentée de le faire. Mais ça peut s'expliquer, en tout cas ça pouvait s'expliquer tout à l'heure lorsque l'on avait 15 coureurs à l'avant, parce que la plupart des équipes étaient représentées justement dans cette échappée. Ce n'est plus le cas, mais ce n'est pas pour autant que finalement ça a provoqué une réaction du peloton. Moi, si je me souvenais ce que vous disiez hier ou avant-hier, quand Kemna a attaqué assez loin de l'arrivée,
vous aviez dit c'est peut-être pas malin de si prématurément de se débarrasser de ses compagnons d'échappée parce que ça suscite une réaction. Il faut dire que l'écart n'était pas le même. Ouais, c'est ça, on n'était pas du tout dans la même configuration. Dans la même actuellement, le peloton ne s'occupe plus des échappés. Il y a le groupe qui est parti, puis il y a la course pour la victoire au classement général qui va se jouer vraisemblablement soit dans la dernière ascension, soit dans la côte d'arrivée. Et comme on le disait tout à l'heure, comme il n'y aura plus de bonification, celui qui veut détrôner Bilbao, il faudra qu'il creuse un écart dans cette dernière ascension. À noter quand même que j'ai l'impression qu'on a appris de l'étape d'hier du côté de l'équipe Bahreïn. Hier, on a vu l'équipe Bahreïn qui maintenait un écart maximum de 2 minutes 30 avec l'échappée. On a dit que c'était assez proche alors que les coureurs devant étaient quand même relativement loin au classement général, plus de 4 minutes je crois, le mieux placé de l'échappée d'hier. 3,57. Et du coup voilà, merci de cette précision Cyril. Et du coup comme on a maintenu assez proche, on a donné envie sur le final à l'équipe DSM, à l'équipe Ineos à un moment donné de venir rouler et on s'est retrouvé un petit peu, tout simplement, je pense qu'on a fait une erreur tactique pour l'équipe Bahreïn sur la journée d'hier parce qu'on a permis à Romain Bardet d'aller chercher des bonifications alors qu'il y avait mieux à faire hier. On aurait pu complètement laisser cette échappée se développer. Ça n'a pas été le cas de l'équipe Bahreïn. Alors aujourd'hui, en tout cas, on a fait un autre choix. Parce que on a corrigé le tir. On a corrigé le tir parce qu'on a vu qu'hier, les bonifications, ça a permis à Romain de revenir à 2 secondes. Alors regardez justement sur le graphique, on est arrivé maintenant sur les pourcentages roulants. On est arrivé au terme des pentes difficiles sur les 4-5 premiers kilomètres d'ascension du Bamberg. C'est roulant, il y a un replat et après la pente reprendra mais plutôt sur des pourcentages de 4 à 6%. Donc pas aussi exigeant que les 10-11% que l'on avait notamment après le 2e kilomètre d'ascension. Alors là c'est plus irrégulier en réalité Il y a eu même un moment de légère descente, de vrai replat et puis vous le voyez il y a une alternance. Là on a un petit radar dans le village qui va peut-être pas durer trop longtemps mais quoi qu'il en soit les pourcentages les plus durs sont franchis. Mais finalement, on est peut-être dans une configuration inverse à celle d'hier. Est-ce que c'est pas l'équipe de Romain Bardet qui aurait dû contrôler de façon à au moins garder la possibilité d'aller chercher dans le final pour prendre des bonifs. De toute façon, tu prends les bonifs, tu vas à la gagne. Tu les prends pas, tu te fais battre dans le sprint final par Bilbao. Qu'est-ce que tu as perdu? Rien. Tu es toujours 2e. On est peut-être sûr de soi. Peut-être sûr de soi de pouvoir distancer Bilbao dans la dernière ascension. Alors là, vaut mieux avoir beaucoup de doutes que des certitudes dans ce genre de choses. Surtout, et je le répète, on va dire que je radote, mais c'est bien d'en être conscient parfois. Oui, mais tout à fait, j'en suis tout à fait conscient. D'ailleurs, je vais essayer de me corriger rapidement. Non, ça n'a pas commencé. Pour l'instant, c'est parfait. Bon. Mais on vous le dira. C'est que les conditions atmosphériques modifient les rendements des coureurs et pour certains plutôt dans le bon sens et dans d'autres dans le mauvais sens. Souvent quand vous avez ce temps-là et que vous vous retrouvez dans une arrivée en bosse comme ça où il faut faire la différence dans un sprint ou à la pédale, d'un seul coup vous vous retrouvez avec une barre dans la cuisse gauche et une barre dans la cuisse droite et vous êtes pendu. Indépendamment de ce qu'on a évoqué derrière, là je vais encore radoter les problèmes liés à la dépense énergétique liés aux conditions. Ça va, j'ai pas trop radoté, non, Patrick. Non, mais c'était intéressant, c'était parfait effectivement parce que. Ah merci. Voilà. Je suis parfait quand je radote, dis donc. Mais non, vous ne le dites pas si souvent. Vous ne le dites pas si souvent et c'est vrai qu'on n'a pas conscience quand même des difficultés de cette étape, y compris pour les coureurs au sein du peloton. Peloton d'ailleurs consistant pour une bonne et simple raison, c'est que la course n'a pas été très intense dans le peloton, contrairement à ce qu'elle a été en tête de la course parmi les 15 coureurs qui s'étaient détachés assez rapidement dans cette dernière étape après quelques kilomètres. Tu vois Christophe, on a parlé qu'il fallait manger tout de suite. Ouais. Thibaut il mange. Tout de suite il mange, ouais. On en a vu aucun des deux manger depuis le début de la retransmission. Donc oui, il est temps, ouais. On va bientôt arriver au sommet, donc on sait que dans la descente ce sera compliqué. En plus la descente est raide, assez technique. C'est souvent le problème, c'est que dans la descente tu peux pas. Ouais, donc il faut absolument se ravitailler avant le sommet.
Vous connaissez les qualités de descendeur de David de la Cruz? Je m'interroge, hein, je n'ai pas de réponse à apporter sur ce point de vue. On le saura tout à l'heure. Thibaut Pinot, contrairement à une idée reçue, descend plutôt bien sous la pluie. Ouais. Il n'aime pas, en tout cas jadis, il n'aimait pas trop les descentes très rapides. On se souvient qu'il a perdu un Tour de Lombardie dans une descente face à Vincenzo Nibali. Bon, Nibali, c'est pas non plus. C'est pas le dernier de la couvée. Hein. Voilà, exactement. Là, on est peut-être moins inquiet dans le camp de Groupama FDJ parce que justement, ce temps détrempé, y compris en descente, Thibaut, en règle générale, s'en accommode très bien. C'est pas un hasard non plus si on le retrouve d'ailleurs aujourd'hui sous cette météo. Thibaut a eu un passage à un moment où il était très crispé dans les descentes, alors que sur les angulations qu'il prenait, il n'y avait pas de faute particulière. Mais je pense que pendant toute cette période, il avait surtout un problème entre les courbes et sa vitesse d'approche de la course. C'est-à-dire qu'il était dans l'appréhension, il se crispait, et à partir de ce moment-là, vous virez à l'envers. Mais c'est plus l'effet de la vitesse qu'il bloquait que des qualités techniques de descendeur. Voilà, jusqu'à 70, 80 ça va, et quand ça va plus À vite. l'époque c'était 50, 60. C'est vrai, à ce point-là. Oui, non, il y a une période où à 60 à l'heure et il sautait sur les freins. Et puis après il a repris confiance, parce que techniquement ça passe bien. Il n'y a pas de. Bon, comme dit, c'est pas Nibali non plus, mais on ne lâche pas dans une descente normale. On peut faire de gros progrès de descendeur quand on arrive dans la carrière cycliste. Je me souviens de Laurent Fignon qui nous disait il y a longtemps évidemment que quand il était arrivé chez les professionnels, il n'avait jamais réellement fait de descente de col et qu'il avait découvert finalement l'école une fois professionnelle. Chez les amateurs, quand on réside pas en Seine-et-Marne, il n'y a pas beaucoup de côtes, quand on ne réside pas en montagne, oui, mais il aurait pu faire des courses amateurs loin de chez lui. Il en a fait d'ailleurs, mais pas avec peut-être de véritables descentes de col. Est-ce que ça s'apprend tardivement, ça j'imagine, mais est-ce qu'on peut, si on n'a pas des qualités innées, s'améliorer de façon sensible? Alors je vais répondre oui. Alors il y a une chose, il y a ceux qui descendent naturellement, qui est un petit peu comme tes sprinters ou comme tes rouleurs. Les sprinters d'ailleurs en règle générale descendent très très bien et très vite. D'ailleurs, pour virer dans les derniers kilomètres d'une course, il ne faut pas avoir peur de rentrer dans les virages. Et puis, il y a ceux qui, effectivement, comme Laurent Fignon, qui avait deux problèmes, qui n'avait... Attention. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un peu trop à l'intérieur, oui. Ah oui, c'est à cause d'un nid de poule dans la route, je pense qu'il a fait cet écart, oui. Comme Laurent Fignon, qui n'avait pas d'expérience, et donc là, effectivement, la vitesse... n'était pas il n'avait pas intégré la vitesse par rapport aux différentes trajectoires qu'il fallait prendre. Et puis il avait aussi un autre problème, c'est qu'il portait des lunettes et qu'il ne voyait pas très clair, donc c'était pas ce qui pouvait l'avantager, mais au fil du temps il s'est amélioré. Mais moi le coureur que j'ai vu le plus s'améliorer dans les descentes, dont j'espère qu'il va pas m'en vouloir de le dire et de le répéter, c'est Marc Madiot. Marc Madiot, les premières fois que je l'ai vu prendre des virages, j'avais l'impression qu'il était crevé à l'arrière. C'est pour vous dire, c'était sur un Tour du Limousin, à tel point que je dis au mécano, vite, on y va, il est crevé. Non, il perdait 10 mètres dans chaque virage. Il n'y a pas beaucoup de montagnes en Mayenne non plus. Non, c'était pas en Mayenne, là, c'était au Limousin. Alors attention dans cette descente, on y est justement avec les hommes de tête. Je suis en train de regarder depuis tout à l'heure, Thibaut me paraît quand même plus crispé que David de la Cruz dans cette descente. Alors, il ne faudrait pas se faire distancer par David de la Cruz. Puis on a tellement bien vanté quand même ses qualités sous la pluie qu'il ne faut pas qu'il nous fasse ça. Donc pour terminer, Marc Madiot, je l'ai emmené même personnellement faire des exercices en montagne, entre autres dans la descente du col de Vence. Et puis il a fini par non seulement progresser dans les descentes, mais il a même gagné 2 Paris-Roubaix quand même. Bon, plus champion de France de cyclocross. Paris-Roubaix. Comment ? Ah oui, mais attends, non,
Non, mais c'était pas le plus adroit sur un vélo. Non, attendez, regardez quand même, regardez ces images. Il faut quand même être adroit. Bon, là, ça va aller mieux, j'imagine, j'espère, en perdant de l'altitude, mais dans le brouillard, sous la pluie. Et puis là, il y a. Il faut être adroit, et puis comme le dit souvent, il faut lâcher les freins. Et là, on voit bien que Thibaut, il est sur les freins. Il a envie de ralentir, en fait, parce que tout simplement, il y a une appréhension de la pluie, de ne pas voir le prochain virage, parce qu'on voit qu'il y a du brouillard. Et puis il s'est raté sur un des premiers virages. Ça l'a pas mis en confiance. Dès qu'il est crispé, il est à l'envers. Donc voilà, mais bon. Mais bon, c'est pas rédhibitoire. Hein. Oula, celui-là, c'est. Oui, alors là, c'est très technique ces virages-là aussi. Hein. Ben oui, parce que la vitesse là, elle est forcément limitée aussi par le revêtement qui est humide, qui est rendu glissant par la pluie. Changement radical avec le peloton qui, lui, est encore dans l'ascension du Bamberg. Thibaut Pinot et David Delacruz qui avaient 48 secondes au pied du Bamberg d'avance sur leurs poursuivants, leurs 4 poursuivants. Ils ont désormais rajouté 1 minute quand même. Donc là, à ce niveau-là, ça se passe quand même très bien. Le peloton a quand même perdu quelques unités. Hein. Ouais, le peloton a un petit peu maigri là, même si on est sur un rythme, pas du tout un rythme soutenu. D'ailleurs, on n'a pas repris de temps au deuxième de tête. On a même perdu. Oh là là, Thibaut est distancé. Ah oui. David Delacruz est parti. Ou alors, si on nous dit tête de la course, je sais. Oui, moi je crois que David Delacruz est toujours devant. Bien sûr. Mais on ne l'aperçoit plus. Alors ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce qu'il a pris le large. Il est là-bas. Il est là-bas. Alors, c'est peut-être pas irrémédiable, mais évidemment, David Delacruz ne va pas attendre Thibaut Pinot au bas de cette descente, qu'il pouvait redouter dans les ascensions et qu'il peut redouter d'ailleurs dans la grosse ascension du Stronach, qui interviendra à un peu plus de 10 km de l'arrivée. Je pense pas qu'il va l'attendre, même si peut-être qu'il serait plus judicieux. Oui, il faut se poser la question. C'est que si Thibaut est plus fort que Delacruz, qu'il ait pris une quinzaine de secondes, si lui il y croit et qu'il se met à la planche, et pratiquement il assure la victoire de Thibaut. Donc pour l'instant, il n'y a pas le feu au poirier. Non, du moins pas encore. Donc derrière, oui, c'est promenade de santé au niveau du peloton. On attend la dernière ascension dans le peloton pour se départager. Pour vous donner une idée sur les différences entre les deux ascensions du Bamberg aujourd'hui, lorsque l'échappée est partie dans la première ascension de ce Bamberg, on était sur une ascension de seulement 5 km 500 avec une pente de 10% moyenne sur les 5 km et quelques. Là, la pente était quand même nettement moins... autour de 6,5. Voilà, 6,5% sur une distance un peu plus longue qui faisait pratiquement 7 km d'ascension, mais je vous l'ai dit avec un replat au milieu. Allez, on va voir si David Delacruz fait le choix d'attendre. Pour l'instant, il n'a pas l'air de vouloir se relever. Écoutez, j'ai pas l'impression que... Et je pense qu'il attend aussi les informations. Lui, en fait, il ne... voilà. Très bien. Donc voilà, il n'y aura pas de grosses conséquences. Ça va rentrer pour Thibaut. L'effort n'aura pas été trop long pour revenir sur Delacruz. Il a de la force. Hein. En tout cas, l'enseignement quand même, c'est qu'il faut qu'il distance David Delacruz dans la prochaine ascension si Thibaut veut remporter l'étape. Il n'y a pas le choix parce qu'il sait que dans la descente, ce sera compliqué de suivre Delacruz. Parce que ce qui s'est passé dans cette descente-là se repassera dans la prochaine descente. Oui. Et là, au pied de la prochaine descente, il restera entre 4 et 5 km. Donc là, il y aura vraiment peu de temps. Non, attends, on a 10 km entre les deux là. Regardez le profil. Ça, c'est le profil de la montée de Stronach. C'est seulement 3 km, mais à 12%. Imaginez l'autre versant. On sera sur des pentes également sévères. 10%. Et donc la descente sera sûrement problématique pour les protagonistes et Thibaut Pinot en particulier. Là, la clé, elle est claire. Hein. Dans la dernière ascension, je ne parle pas de celle de l'arrivée, il faut que Thibaut se débarrasse de... Dans cette ascension de Stronach. Oui. Il faut qu'il bascule avec 15-20 secondes d'avance s'il veut pouvoir assurer la victoire.
Et ils sont pas faciles à boucher ces derniers mètres. Hein, Non, et sur, puis, il lui simplifie pas la tâche. C'est logique, hein, mais il lui simplifie pas la tâche, David de la Cruz. En plus, on est encore dans des parties, même si c'est plus en descente, on voit qu'il y a quand même des virages. Oui, mais il va rentrer là de toute façon. Mais il a fait des efforts. Oui, c'est la règle du jeu. Allez, maintenant, on l'a vu, hein, il y a eu... On avait l'image sur seulement 2 coureurs et on a vu des différences qui sont faites dans cette descente. Attention pour le peloton. Oui, mais non, les directeurs sportifs, ils ont les mêmes informations que nous. Ils ont la télévision dans la voiture. Ils ont vu ce qui s'est passé avec les échappés. À eux de prendre les décisions adéquates. Adéquate pour savoir si est-ce que Bardet bouge pas parce que c'est quand même une belle descente. Hein. Là, c'est la situation du peloton dans cette ascension du Bamberg. Je vous propose que l'on tourne une page de publicité. On retrouvera bien sûr les 2 hommes de tête, David de la Cruz et Thibaut Pinot, juste après. Rappelons qu'ils sont poursuivis par 3 coureurs, Lennart Kemna, Igor Arrieta et Thorsten Trein. Pour l'instant, il y a une 30 de différence. On fera le point sur la nature des écarts. Faut pas quand même les perdre de vue, ces 3-là, on sait jamais. Juste après cette page de publicité, à tout de suite. Deux hommes en tête, Thibaut Pinot à nouveau à l'attaque après la déception de la veille où il avait raté de peu la victoire. Il est reparti à la conquête, pourquoi pas d'un succès d'étape. On sait qu'il ne joue pas de rôle principal dans la course au maillot de leader et à la victoire finale. Il est en compagnie d'un coureur qui partage les mêmes intérêts. Il s'agit de l'Espagnol David de la Cruz de la formation Astana. Les 2 hommes qui ont désormais plus d'1 minute d'avance sur leur poursuivant. Tout à l'heure, on avait un peu plus de 30 secondes avant cette page de publicité. C'est vous dire si l'écart a largement augmenté. Et j'ai dit une bêtise. On avait 1 minute 30 tout à l'heure et on a 1 minute. On a perdu du terrain, au contraire. Oui, j'avais mal noté ça. Quoi qu'il en soit, Lennart Kemna, Igor Arrieta, Thorsten Trein sont en poursuite, mais ont encore 1 minute à boucher. Donc c'est pas du tout évident qu'ils reviennent. D'autant qu'on va avoir une difficulté qui va intervenir dans quelques kilomètres, dans 5 kilomètres à peu près. Là, c'est le peloton que vous apercevez. Le peloton aujourd'hui, si vous nous rejoignez maintenant, eh bien sachez qu'il joue battu. Enfin, battu d'une certaine façon, battu uniquement pour la victoire d'étape. Mais dans ce peloton, il y a tous les favoris pour le classement final. Et on aura, c'est à coup sûr, ce que je vous dis, on aura 2 courses. Celle pour la victoire d'étape qui concerne pour l'instant 2 hommes. Mais attention quand même, derrière, il faudra garder un œil sur les poursuivants. Et puis dans l'ascension de Stromar, va sûrement se jouer le dénouement concernant le classement final de cette épreuve, puisqu'on vous rappelle que 2 petites secondes seulement séparent le leader de la course, Pello Bilbao, de son principal adversaire, Romain Bardet. 2 petites secondes. Ça veut dire que vous êtes gâtés cet après-midi. Vous avez un Français en tête pour la victoire d'étape et vous avez un Français derrière qui va essayer de faire le challenger, de challenger bien sûr l'actuel leader de la course. Ça nous promet une belle fin d'étape. Tout ça, ça va se jouer dans les 18 derniers kilomètres de cette dernière étape. Alors déjà, le retour des poursuivants, des 3 poursuivants, vous n'y croyez pas quand même, avec moins d'1 minute maintenant de retard? Ça paraît compliqué. Ça fait un moment déjà qu'ils sont autour de la minute, voire même un peu plus. Et surtout tout à l'heure, dans la montée précédente, ils ont perdu du temps dans la montée. Donc j'ai envie de dire, même s'ils arrivent à revenir devant, ce qui paraît peu probable, hein, il reste moins de 5 km pour aller chercher le pied de la prochaine ascension. Donc 5 km, 1 minute, ça paraît quand même compliqué. Mais même s'ils arrivent à revenir, on a bien vu sur l'ascension précédente qu'ils n'étaient pas au même niveau. Oui, dès que ça monte, ils perdent du temps. Donc, en fait, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure, Cyril. Déjà tout à l'heure, dans la vallée précédente, ils perdaient du temps par rapport à leurs poursuivants, qu'ils ont regagné ensuite dans l'ascension. Là, l'ascension sera plus courte, mais on peut imaginer qu'ils vont à nouveau perdre du temps. Elle va être courte, mais violente. Elle peut faire des écarts importants. Oui, et en plus devant on a bien vu de la Cruz et Thibaut Pinot qui montaient ensemble. Je veux dire, ils ne se sont pas attaqués, donc ils sont montés plus vite que leurs poursuivants en roulant à un rythme régulier sans chercher à se distancer. Donc on peut imaginer que dans la prochaine ascension on va tenter des choses.
Thibaut Pinot, David Delacruz, je pense pas qu'on ait voilà, il va falloir à un moment donné qu'on arrive à se départager. D'ailleurs ça y est, Thibaut a enlevé son imperméable. Ah oui, j'allais le dire. Donc je pense que ça va être à peu près la même chose du côté de David Delacruz, mais voilà, on est en train de se mettre en condition pour affronter cette ascension finale et surtout essayer d'être le plus à l'aise possible, le plus efficient possible dans cette dernière montée. Alors on revoit Thibaut qui enlève son imperméable. Ouais, parce qu'il commençait aussi à prendre un petit peu dans le vent. Il l'a jeté, sa voiture s'est arrêtée derrière pour aller le récupérer. La course commence maintenant pour les deux hommes et pour la victoire d'étape. Là, il y a une petite bosse, c'est pas le col encore. Non, on n'y est pas encore. Il sera dans 4 km au pied. Et on a David Delacruz qui fait sa part, bien sûr. Les deux hommes collaborent. David Delacruz qui tout à l'heure dans la descente avait distancé Thibaut Pinot, mais Thibaut Pinot a pu revenir ensuite assez rapidement d'ailleurs sur le coureur espagnol. C'était une alerte dont il faudra tenir compte évidemment dans la descente de cette dernière difficulté, Stronach, car au bas de la descente de Stronach, eh bien il ne restera plus que 4 km seulement pour rejoindre la ligne d'arrivée, enfin pas la ligne d'arrivée mais le bas de la montée finale qui fait moins d'1 kilomètre mais à 8% quand même, donc attention, on peut aussi avoir une explication entre les deux hommes s'ils ne parviennent pas à se distancer l'un l'autre dans cette montée finale. On vous rappelle le palmarès, ça nous porte évidemment à vous remémorer la victoire de Thibaut Pinot sur cette épreuve il y a 4 ans. C'est la dernière victoire française de Thibaut Pinot, donc sur une course qu'il a toujours appréciée. Delacruz, je crois, qui parle à l'oreillette, qui a, je crois, appelé sa voiture. Ouais, c'est ça. Alors on va voir, est-ce que c'est pour du ravitaillement, pour enlever son imperméable? En tout cas, c'est certainement la dernière fois qu'il va être en contact direct avec son directeur sportif. Je vous disais, ouais, il va enlever sa veste. Pardon, Patrick. Non, il n'y a pas de souci. Je vous disais, la dernière victoire française, il faut quand même juste préciser qu'il n'y en a pas eu beaucoup des victoires françaises sur cette épreuve. Anciennement, le Tour du Trentin, le seul Français qui s'était imposé ici avant Thibaut Pinot, c'était Luc Leblanc, vainqueur en 1997. On parle bien sûr du classement général. Là, l'enjeu pour Thibaut Pinot, c'est la victoire d'étape. Une victoire d'étape qui viendrait l'aider, bien sûr, à tourner la page, pour reprendre l'expression qu'il a utilisée hier, sur une période qui n'a pas été très facile à vivre, on l'imagine. Allez, ça y est, David Delacruz a donné son imperméable à la voiture. Il s'est délesté. Voilà, les deux coureurs rentrent maintenant dans leur finale, se mettent en condition. Il y a toujours l'écart en dessous de la minute. On perd un petit peu de temps pour les deux hommes tête, mais c'est logique. On commence à compter un peu ces coups de pédale en vue de l'ascension finale. Garance qui me précisait que s'ils prennent encore un peu de temps au peloton, il peut espérer remporter cette épreuve. Finalement, il est à 1,17 d'être le virtuel leader de la course. Théoriquement, c'est possible. Voilà, mais on ne le laissera pas. Autant le dire tout de suite. C'est illusoire, évidemment. Enfin, ceci dit, il risque
Ceci dit, il risque de revenir dans le top 10. Hein. Alors que dans le peloton, on annonce que Pello Bilbao a été victime d'une crevaison. La réalisation ne nous l'a pas montré. Il a déjà eu un incident mécanique qui l'a obligé à changer de machine tout à l'heure, mais ça c'était avant le début de la retransmission. Et cet incident vient de se produire, crevaison, mais on voit pourtant que son équipe roule, donc ça a dû rentrer en... Et puis surtout, on voit qu'il y a des cassures derrière, donc les voitures sont assez loin. Alors voilà, c'est à confirmer. Mais c'est curieux quand même de voir son équipe encore en train de rouler. Alors en plus là, on n'est pas assez près pour identifier qui est vraiment encore là. On voit 3 coureurs de l'équipe Bahreïn en train de rouler à l'avant. Il y a Michael Landa en 3e position, mais après les autres, Pello Bilbao ne semble pas être dans les toutes premières positions. Mais je suis quand même un peu surpris parce que cette info... Alors, on va être transparent avec vous. Nous n'avons pas Radio Tour dans nos casques, donc difficile d'avoir l'info à la source. Alors on a quand même une indication, c'est que cette crevaison a été signalée à 17 km de l'arrivée. Oui, pour le peloton ou pour les hommes de tête? Alors pour le peloton, je ne sais pas justement, parce que là on annonce les... Qu'est-ce qui se passe? Attendez, regardez Thibaut Pinot qui regarde son vélo là. Ouais, mais c'est pas la première fois. Hein. Depuis tout à l'heure, je l'ai déjà vu avoir des soucis mécaniques. Il a un problème. Voilà, il a un problème. En fait, mais c'est déjà arrivé dans la saison précédente. Hein. C'est arrivé par 2 fois. Il aurait peut-être fallu réagir avant. Mais voilà, alors, on a un souci. Problème de dérailleur. Problème de dérailleur apparemment. Qui est là, faut changer de vélo. Qui est bloqué. Faut faire quelque chose. Hein. Parce que là, on est copié de l'ascension. Si ça se reproduit. Allez, à voir. On va espérer. J'ai l'impression qu'il n'arrivait pas à passer le petit plateau. Oui. Si, là il le monte et il le descend justement. Il a fait un peu des essais. Bon, a priori, ça a l'air d'être rentré dans l'ordre. Voilà, tout à l'heure, il n'arrivait pas apparemment à le faire descendre. Bon, on va espérer que c'est rentré dans l'ordre. David de la Cruz n'a pas cherché à en profiter de ce moment. Il a l'air nerveux, hein. Évidemment ça énerve aussi ce genre d'incident. Imaginez, on arrive au pied crucial, on est au pied de Stronach, cette montée qui fait 3 km 100 avec une pente moyenne de 12,4%. Ça va être difficile. On va revoir cet incident. Ben non, là il était petit plateau là. Ouais, là il est en train de le descendre en fait. Oui, c'est au moment le passage du grand au petit plateau qui pose a priori un souci. Mais c'est pas la première fois que je le vois faire regarder son dérailleur, que je le vois un peu hésiter sur son coup de pédale. Dans l'ascension précédente déjà, par 2 fois, je l'ai vu déjà en train de douter un petit peu de son passage de vitesse. Ah si. Bon, quoi qu'il en soit, l'incident apparemment a été réglé. Ça, c'est des images enregistrées qui sont intervenues il y a quelques secondes. S'il y a un vrai doute, il faut changer de vélo tout de suite. Hein. Ah, il a perdu ses lunettes. Ça, c'est pas bien grave. Peut-être que quelqu'un les aura ramassés derrière. La voiture d'Astana. Vous voyez qu'on voit des choses grâce au ralenti. Hein, bon, c'est anodine. Allez, on est dans l'ascension. Et là, ça a l'air de tourner rond. Alors, attention, David de la Cruz, on vous le rappelle, c'est pas n'importe qui. C'est un coureur de grand talent, coureur qui a été capable de gagner des étapes sur le Tour d'Espagne, de terminer dans le top 10. 3 fois, il a fait top 10 sur la Vuelta, 7e pour être précis, d'ailleurs à chaque fois. Et puis vainqueur d'étape également sur les routes de Paris-Nice. Et c'est un coureur qui, quand il s'échappe souvent, a le talent pour flairer les bonnes échappées et parfois, puisque je vais évoquer ses victoires, parfois conclure ses échappées par une victoire. Donc attention, c'est un coureur qui sait gagner des courses. Ouais. Même s'il n'a pas énormément de victoires, il en a 5 seulement à son palmarès, dont un contre la montre. Mais c'est un coureur qui sait gagner. Bon, Thibaut Pinot, c'est quand même un autre registre. Regardez comme c'est difficile. Ah non, c'est très dur. Hein. Cette ascension, on l'a vu, 3 km, plus de 12%. Le pourcentage moyen, donc voilà, on le voit, c'est très raide sur une toute petite route. Alors que là, on est revenu sur le peloton qui navigue toujours autour des 12 minutes. Le peloton qui est à 2 km, nous indique-t-on.
du pied de cette ascension et vous apercevez au loin là-bas des coureurs qui sont en train de naviguer avec un retard quand même assez important. On a laissé passer les voitures. Bon, et tout à l'heure on va quand même en reparler, mais Pello Bilbao a priori c'est rentré dans l'ordre. On nous a annoncé une crevaison, mais là clairement vu l'attitude de son équipe à l'avant en train de rouler comme ça, c'est qu'il est là. Oui, mais sa voiture, elle est première voiture, donc une crevaison. Oui. Non, mais bon, à part si tu te marches dessus avec le problème des disques pour changer la roue, tu perds 15 secondes, c'est tout. Attention, Thibaut Pinot distancé. Thibaut Pinot distancé parce que tout simplement De la Cruz vient d'attaquer. C'est pas possible, j'espère qu'on va revoir quand même ce qui s'est passé, que l'on arrive alors qu'il y a juste à surveiller ça. On sait que c'est là que ça va se jouer et il revient néanmoins. Alors est-ce que ça est dû à nouveau un problème mécanique? Est-ce qu'il a réagi tardivement sur une attaque de David De la Cruz? Quoi qu'il en soit, il revient à l'énergie, il revient dans la roue de l'Espagnol. On a l'impression que Thibaut est en train de lisser son effort. Alors on ne sait pas si c'est sur une accélération de la Cruz, s'il y a eu un souci, s'il s'est retrouvé en difficulté. Mais en tout cas, il est revenu, c'est le plus important. Et là, on va se regarder. On va se regarder un peu entre les deux hommes. D'ailleurs, on perd du temps, 45 secondes par rapport au poursuivant. Oui, là, on n'a pas, contrairement à ce que l'on avait vu sur les ascensions suivantes, on se parle un peu là, non? Non. Je pense que, alors même si on n'a pas l'image, je pense que c'est une attaque de la Cruz qui a distancé un petit peu Thibaut Pinot, parce que là, clairement, vu l'attitude des deux coureurs. Et allez, Thibaut Pinot qui passe à l'offensive à son tour maintenant. Si c'était une attaque, c'est la réponse. Est-ce que Thibaut Pinot va être capable de distancer David De la Cruz, qui semble très bien résister pour l'instant dans le sillage du franc-comtois? Regardez, petit coup d'œil comme ça à l'air de rien pour voir s'il est toujours là. Oui, il est toujours là. Il est toujours dans la roue. Il ne quitte pas le sillage du leader de la formation Groupama FDJ. Et puis elle est raide, cette ascension là. Ah oui, c'est quand même une belle cochonnerie, cette montée. Allez, Thibaut qui continue d'insister là, un peu plus au train, prolonge son effort pour essayer de faire douter, de mettre à mal. Oui, alors De la Cruz. il faut rappeler aussi que dans la descente tout à l'heure, il était en difficulté derrière De la Cruz et que ce serait bien qu'il puisse basculer avec un petit avantage au sommet. Allez, là on a repris 4 coureurs, je crois, qui étaient dans l'échappée matinale au niveau du peloton. C'était le troisième groupe. Oh, ça a vissé derrière avant d'attaquer l'ascension. Ouais, bah voilà, bon, confirmation. Bilbao est là, on l'a vu avec nouvelle ses attaque. manchettes vertes. Non, il continue le tempo. Oui, en fait, c'est le tempo. Simplement, on se laisse abuser. Il est en danseuse sur un coup de pédale rageur, mais il met un peu gros quand même. Il le fait sur ses qualités de grimpeur en fait. Il prolonge son effort. Il essaye de l'avoir à l'usure un peu. David De la Cruz, il a vu qu'il n'arrivait pas à le distancer sur son accélération. C'est difficile de lire l'attitude de David De la Cruz. C'est pas trop. Il se cache bien. Comment il est, s'il a la rupture ou pas. Je pense pas qu'il soit aérien, mais. Oui, en tout cas, il n'a pas été mis une seule fois de façon visible en. Ouais, mais on le sent. En difficulté. On a l'impression quand même qu'il est juste. On a l'impression qu'il est à la limite. Donne l'impression d'être juste, oui. 1,4 km encore d'ascension. Ah, ça y est, il a craqué. Il a craqué. Vous aviez bien vu, messieurs. Vous aviez bien vu. Il n'a pas pu réagir cette fois sur la énième accélération de Thibaut Pinot. Et bien cette fois, le Français est en train de distancer son adversaire. Les deux coureurs, rappelons-le, échappés depuis les premiers kilomètres de cette étape, qui ont d'abord distancé leurs compagnons d'échappée, les 13 compagnons d'échappée qui étaient en leur compagnie, pour se continuer avec encore plus de 60 km à faire cette échappée. Et là, il se fait mal, Thibaut Pinot. Il se fait mal parce qu'il sait qu'il faut encore escalader, creuser surtout l'écart pendant ce dernier bon kilomètre d'ascension qu'il reste à effectuer, afin de basculer avec, comme vous le disiez, Cyril Guimard, une petite marge d'avance.
La perdra-t-il ou pas dans la descente? C'est toujours mieux d'être en avance de toute façon au sommet de cette difficulté. Et évidemment, c'est peut-être l'étape qui est en train de se jouer actuellement alors qu'il reste encore 11 km de course. Oui, et surtout 1,2 km d'ascension. Oui, l'écart se creuse là. L'écart se creuse avec De la Cruz. De la Cruz, il sait qu'il doit lisser son effort, gérer, ne pas perdre trop de terrain pour espérer bien sûr revenir sur Thibaut Pinot qu'il avait pu distancer dans la descente précédente. Oui, parce que là on est déjà à 8 secondes. De la Cruz, il a une petite marge, hein, je dirais 15-20 secondes, c'est encore faisable d'aller chercher l'étape. Donc ça il le sait, il l'a bien en tête. Il a bien vu dans la descente précédente qu'il était bien plus à l'aise que Thibaut. Donc voilà, les deux ont les cartes en main. Les deux savent ce qu'ils ont à faire. Thibaut prendre le maximum de temps. Et David de la Cruz essayer d'en perdre le moins. Ils savent ce qu'ils ont à faire, oui, tout à fait. Et c'est très simple, il n'y a pas besoin de tableau noir. Regardez la rage qui se lit sur ce visage. Ah, on imagine que les pensées de Thibaut Pinot, il n'a pas à aller chercher loin pour se motiver, pour aller justement creuser cet écart par rapport à son adversaire. Là, il doit la mettre évidemment dans cet effort physique, toute cette rage qu'il a accumulée en lui depuis si longtemps, depuis sa dernière victoire qui, rappelons-le, remonte au Tour de France 2019 lors de la victoire d'étape qu'il avait obtenue au sommet du Tourmalet. Il a du mal quand même à faire le break. Oui, l'écart n'avait pas bougé tout à l'heure. Il a du mal à faire le break là. On va avoir, vous aviez dit tout à l'heure 8 secondes. Et bien apparemment on est toujours sur ces 8 secondes, séparant donc Thibaut Pinot de David de la Cruz. En tout cas, pour l'instant ça paraît trop peu. Au vu de ce qu'on a vu dans la descente précédente, ça paraît trop peu l'avance qu'il a pour vraiment être sûr d'aller chercher la victoire. Et on était à 11 secondes là. Après il reste encore 800 mètres, on sait la difficulté de cette ascension, on va encore y être un petit moment, donc voilà, on peut encore tout à fait envisager que Thibaut arrive à prendre plus d'avance que ça. Il prend, on va dire, il prend demi-seconde par demi-seconde actuellement. On l'a vu à l'instant, là, je ne sais pas si vous avez vu ce petit geste, je pense que les téléspectateurs aimeraient bien comprendre. Qu'est-ce qu'on fait à tripoter son compteur justement quand on est dans cette ascension? Alors, je vais pas parler au nom de Thibaut, peut-être qu'il pourra nous en dire plus à l'arrivée. C'était pas critique ma question, c'est une vraie question. Je pense que ce qu'il fait, c'est qu'en fait les coureurs ont la carte avec le graphique et tout simplement il met la page où il a le graphique pour savoir à quel moment il va basculer, parce que 700, 800 mètres, lui il n'a pas les indications comme nous on les a au niveau du GPS, il a que des panneaux sur le bord de la route. Donc voilà, je pense que tout simplement il essaye de lisser son effort par rapport au moment où le compteur va lui dire qu'il arrivera au sommet. Donc ce que Cyril Guimard appelle l'ordinateur de bord, c'est tout simplement pour lui donner, il a enregistré le parcours et ça lui permet de savoir exactement où il se situe dans cette côte. C'est difficile, la fin c'est vraiment une... Le final est encore plus raide, on a l'impression. Et là j'ai quand même le sentiment, on va voir, attendez, est-ce qu'il augmente son avance par rapport à De la Cruz? Alors, regardez la pente, c'est assez incroyable. On dit que souvent que l'image écrase justement la pente. Et bien là, on se rend bien compte sur ces images magnifiques de la difficulté de cette ascension. Imaginez tout à l'heure, dans quelques instants, nous allons retrouver également Romain Bardet aux prises avec Pello Bilbao pour la victoire finale. Et Patrick est aux prises aussi avec Sivakov, parce qu'on a vu que c'était l'équipe Ineos qui était en train d'emmener le peloton là au pied. On a eu un changement d'équipe, changement de leadership en tête de peloton. Et d'ailleurs c'est même l'équipe DSM maintenant qui vient en tête. Voilà, on va tenter de faire tout exploser, c'est logique. Vous apercevez en 4e position justement Romain Bardet, c'est l'un de ses équipiers qui roule actuellement en tête. On a Timen Arensman aussi coéquipé de Romain Bardet là, avec le maillot blanc. Et Richie Porte maintenant qui va prendre la tête de ce peloton. On roule pour Sivakov, on se sacrifie pour Sivakov. Voilà, on y arrive dans le raid maintenant. Et Pello Bilbao, il est plus loin, il est en compagnie de ses équipiers, rien de grave, mais on voit bien qu'il va être attaqué bien sûr dans cette ascension. Il est attaqué actuellement. Il est attaqué parce que Richie Porte aborde bille en tête cette ascension et ses pourcentages assez pénibles. Allez, on indique 13 secondes maintenant d'avance pour Thibaut Pinot. Il arrive au sommet là, on voit l'arche là, il arrive au sommet. Magnifique ce que fait Thibaut depuis 2 jours.
si vous n'étiez pas en notre compagnie hier, il avait attaqué, finalement rattrapé au terme d'une longue échappée par l'un de ses compagnons, Miguel Angel Lopez, qui l'avait déposé pour s'imposer quelques secondes devant lui. Et attention, Pello Bilbao ne semble pas au mieux quand même. Il est en 10-12e position, pas du tout dans la roue de ses adversaires directs. C'est pas normal de le voir aussi loin. Et on a compris qu'on pouvait renverser la table évidemment dans ce peloton et prendre le pouvoir peut-être pour l'un ou l'autre de ses adversaires. Et même Pavel Sivakov, on voit que c'est Richie Porte qui est en train de rouler devant. Pavel Sivakov est en 6-7e position. Allez, le mieux pour l'instant c'est Romain Bardet qui est là en 2e position. Romain Bardet. Et d'ailleurs il est distancé Bilbao à l'arrière. Il me semble que Bilbao est en train de prendre une petite distance là. Bilbao, maillot vert. Alors maillot vert qui n'a peut-être pas retiré. Il a que les manches en fait. Voilà, maillot vert qui n'a pas retiré sa surveste. Mais on voit les manches vertes. Enfin, vous allez peut-être les apercevoir. Regardez là, il est au fond de l'écran. Il est en dernière position de ce groupe là-bas. Il est dans la roue du coureur AG2R Citroën. Ça doit être Félix Gall, je pense, qui est là. Et pour l'instant, c'est Richie Porte qui fait mal à tout le monde. Alors que Thibaut est dans la descente. On indique 18 secondes d'avance. 18 secondes par rapport, bien sûr, à son adversaire direct, David de la Cruz. Allez, il faut bien sûr relancer dans cette descente quand on a des portions de plat. Oh, la route va être plus large. Pour la descente, ce sera une route plus facile que la montée. Et là, malheureusement, il n'a pas le choix. Thibaut, il doit prendre des risques dans cette descente pour ne pas être rejoint par de la Cruz. Pello Bilbao est distancé. Oui. Il est plus là, il est plus dans ce groupe. Regardez, il est là-bas au fond, dans le virage. Et on a 7 coureurs là qui sont en train de se détacher. Il y a un coureur de groupe FDJ. D'ailleurs, je me demande si c'est Attila Valter qui est là, le coureur hongrois, 3e du classement général. C'est lui qui est là, ouais. C'est Attila Valter qui est là. Et Sivakov, vous l'avez mis où? Et Sivakov, il n'a pas l'air d'être présent. Non, il n'est pas là. Il n'est pas là non plus. Sivakov, il est même derrière Bilbao là-bas. Donc Richie Porte qui est en train de tout faire exploser, même son équipier. Oui, mais il est placé aussi. De toute façon, ils sont dans le même temps. Ils sont dans le même temps, parce que si Richie Porte est 9e, eh bien, on le sait, les places de 4 à 10 sont exactement avec le même retard au classement général, 16 secondes pour être précis. À noter quand même que Romain Bardet a un équipier avec lui, Timen Arensman qui est là, avec le maillot blanc, donc il a un équipier. Et Attila Valter a également un équipier. Tout à fait. C'est probablement Michael Storer. Oui, c'est ça, ouais. C'est Storer qui est là. Et on a laissé un coureur de l'équipe Bahreïn devant. Je ne sais pas si c'est Landa. Regardez, on l'aperçoit là-bas avec ses manches vertes, Pello Bilbao qui est là. Et c'est lui qui fait le boulot. Et Sivakov qui est en dernière position là-bas. Qui est peut-être en train de rentrer. Ah, mais Romain n'a pas encore attaqué. Donc. Là, on est, il me semble, c'est ici que Thibaut Pinot a attaqué tout à l'heure pour distancer son adversaire David de la Cruz. Ah non, c'était un peu plus haut. Ouais. Un peu plus haut, oui. C'est là où il est revenu. Exactement. Regardez, il l'a vu, ça y est. Romain, il s'est retourné, il a vu que Bilbao était distancé. Et là, c'est bien sûr le Tour des Alpes qui est en train de se jouer. Le classement final de ce Tour des Alpes. Pour l'instant, on continue de laisser faire, bien sûr, Richie Porte. Moi, je suis pas sûr qu'on peut passer là. Je suis pas sûr que quelqu'un soit capable de monter plus vite. Plus vite que Richie Porte. Parce que j'ai eu le sentiment qu'il venait sur sa droite, qu'il allait peut-être visser et finalement il a dit c'est peut-être mieux de rester derrière. Alors, Cyril Guimard, 13 secondes pour l'instant, à 6 km 500 de l'arrivée. Il ne reste plus que la côte de l'arrivée. Mais on voit que cette descente a permis néanmoins à David de la Cruz de reprendre apparemment. Si l'on se fie à l'écart GPS, on n'a pas mieux. Eh bien, l'Espagnol a repris 5 secondes. Donc, méfiance. Oh là là, on indique même qu'il revient à 8 secondes maintenant. 8 secondes, oui, ça veut dire que Romain est parti. Et Romain est en train de partir. Richie Porte qui n'avait pas vu, il vient de se relever. Regardez Richie Porte là-bas qui est en train de se garer sur le côté, qui va attendre Sivakov. Ah bah non, mais là, il y a une erreur de stratégie là. Là, c'est un peu n'importe quoi. Et c'est Michael Storer là qui est en train de partir avec Romain Bardet. Romain qui a toujours un équipier, Timen Arensman qui est là, le maillot blanc. Alors que derrière on a fait relever Landa là aussi pour attendre David de la Cruz, Pello Bilbao. Et 6 secondes. Et Félix Gall a disparu en revanche. Le coureur autrichien de la formation AG2R Citroën qui était 4e ce matin. On a parlé de Sivakov. On a parlé bien sûr du leader de la course, Pello Bilbao. Mais ça fait quand même pour l'instant
si l'on devait faire un classement, eh bien attendez, il est où Attila Walter? Il n'est pas là. Il est au fond là-bas. C'est Storer que vous avez ici au deuxième plan. Là, et Attila Walter, c'est le maillot bleu tout au fond là-bas. Allez, Romain qui est en train d'insister. On retrouve 3 coureurs là. Bardet, Storer et Arensman. Alors que c'est Miguel Angel Lopez, le coureur de l'équipe Astana là. Qui n'est pas dangereux au classement général. Il ne joue pas dans. Allez, Romain qui insiste, il le sait. Le général est en train de se jouer. Le général est en train de se jouer et à son propre profit, puisque lui n'avait que 2 petites secondes. Donc les coureurs qui l'accompagnent sont derrière lui, évidemment, et ça se au regroupe classement devant. général. Ah là là, regroupement. On est bien mieux descendu pour David de la Cruz. Qui a fait une belle poursuite. Oui, mais enfin, il doit être un peu entamé quand même. Voilà, et qui prend le temps de souffler un tout petit peu. Ah bah là, il va plus logiquement, il roule plus. De toute façon, là, il n'y a pas besoin de rouler. On ne sait pas où sont les autres derrière, mais bon, il y a au moins une minute. Donc, de toute façon, là, maintenant, on peut se regarder. Voilà, on voit le moment où, effectivement, David de la Cruz a pu opérer la jonction. Alors que l'on aperçoit sur cette image le vainqueur de l'étape d'hier, son coéquipier, Miguel Angel Lopez, qui se trouve là, derrière ce groupe emmené par Romain Bardet, le maillot turquoise que vous apercevez. Quel Storer aussi, qui fait une belle montée. Ouais. Coureur de l'équipe Groupama FDJ, là. Et on est en train de reprendre des coureurs qui étaient dans l'échappée. Il est Pello Bilbao, il est un peu plus loin là-bas. Je pense qu'il y a déjà quasiment 20 secondes. Le break n'est pas complètement fait. Attention, on sait qu'il y a la descente derrière. Bilbao descend très bien, on l'aperçoit là-bas au fond. En plus, il va se retrouver. Non, il se retrouve avec Richie Porte. Je croyais que c'était un de ses équipiers, mais non, c'est Richie Porte qui est au fond là-bas. C'est Zardini qui a été repris. Eduardo Zardini de l'équipe Drôme Hopper qui était aux avant-postes avec Thibaut Pinot au début de cette échappée. Allez, Romain là qui vient de se retourner vers Arensman. Là, je pense qu'il va. Non, je pense qu'il lui demande éventuellement si tu peux. Je suis pas sûr qu'il puisse. Non. Si tu peux venir devant moi et essayer. Le petit mouvement d'épaule est significatif. Il est content de suivre. Arensman, très bon grimpeur. Et grand gabarit, mais tout fin, tout longiligne, mesure 1,93 m. Attention, c'est pas fini pour Pello Bilbao. Il est encore là-bas, au fond, à quoi, une quinzaine de secondes derrière. On a vu que De la Cruz a été capable de boucher quasiment 18 secondes sur Thibaut Pinot. Que l'on retrouve maintenant à l'image, Thibaut Pinot en compagnie, compagnie de la Cruz. Ouais, De la Cruz qui effectivement aurait pu se mettre sur le porte-bagages se caler dans la roue et ne plus en bouger. Les écarts grossissent quand même entre Bardet et l'écart grossit. Entre le groupe Bardet et Bilbao. On annonce l'écart GPS là, 18 secondes entre Bardet et le maillot vert Bilbao. Alors qu'on n'est pas encore au sommet, mais enfin ça va pas tarder. Allez, le classement de la montagne avec Thibaut Pinot qui est passé en tête de cette côte de deuxième catégorie, mais je pense que c'est le coureur du NOX qui était dans l'échappée, Thorsten Train, qui devrait remporter ce Grand Prix de la montagne puisqu'il était passé en tête tout à l'heure au sommet du col de première catégorie, le Bahnberg. Et par conséquent, ça lui suffit pour devancer au classement général de la montagne Geoffrey Bouchard qui portait ce maillot de meilleur grimpeur. Allez, on l'a vu tout à l'heure. Romain qui serait peut-être capable de partir seul, mais bon, est-ce qu'il a intérêt à partir seul? Rester avec Arensman là pour toute cette partie plane en bas, garder son coéquipier à ses côtés. Quelle belle journée ça pourrait être. Quelle belle journée ça pourrait être avec la victoire. Imaginez la victoire, si on avait une victoire de Thibaut Pinot à l'arrivée, et avec, pourquoi pas, la victoire finale pour Romain Bardet dans une course qui n'a été remportée que par 2 Français dans le passé. On le rappelait tout à l'heure, Luc Leblanc en 97 et Thibaut Pinot en 2018. Eh bien, en tout cas, on dirait que les choses sont quand même mieux engagées du côté de Romain Bardet que du côté de Thibaut Pinot, qui n'arrive pas à se débarrasser de cet encombrant David de la Cruz. Mais il reste la côte de l'arrivée, qui n'est pas très longue, mais qui peut permettre à l'un ou l'autre de faire la différence. On a vu quand même que dans les ascensions, ils étaient assez proches, en tout cas sur le début de cette ascension que sont en train de terminer les poursuivants ici. En tout cas, on aura un sprint en force, un sprint en bosse. Ce sera
Ce sera clairement pas un sprint sur le plat. Hein, ils sont en train de partir à 2 là maintenant. Alors que là, on est en train de faire la différence. Hein. Storer qui accuse un petit peu le coup là sur le final. Arensman, gros travail hein, dans le dernier kilomètre là, de cette ascension. On a encore repris un petit peu de champ là hein, sur Pello Bilbao. On a exactement 10 minutes de retard sur les deux hommes de tête qui sont en vue de la flamme rouge alors que eux sont passés au sommet. Enfin, ils passent au sommet maintenant. Et Storer est rentré. Dans quelques instants. Mais la descente là maintenant. Voilà la flamme rouge pour les deux hommes de tête. On se regarde, c'est logique. Oui, on peut se permettre évidemment vu l'écart, non pas par rapport au groupe Bardet parce qu'il y a des coureurs intercalés. Hein. Allez, Thibaut qui resserre ses chaussures là pour le sprint. Imaginez que Thibaut fasse encore deuxième, il ne le veut absolument pas évidemment. Pas de jour de suite. Mais pour cela, il faut battre évidemment David de la Cruz. Et n'oublions pas que derrière, on signale avec moins d'une minute Lennart Kemna, Igor Arrieta et Thorsten Train. Et on annonce presque 30 secondes hein, entre Bardet et le maillot vert. Hein. Donc 26 secondes exactement. Oui, même s'il n'y a pas de bonification, évidemment, vous l'avez compris, cet écart peut permettre à Romain Bardet de remporter cette épreuve. Allez, on est au pied de la difficulté. Ça va monter en moyenne à 8% jusqu'à l'arrivée. C'est au fil des hectomètres à chaque fois un petit peu plus pentu. Tout à l'heure, Pierre Esquer nous a fait le détail de cette ascension, détrempé, car aujourd'hui il a plu à Linz depuis ce matin et la pluie ne s'est quasiment jamais interrompue. Regardez, on voit la pente. Hein. Allez, Thibaut là, qui a remis le grand plateau pour le sprint. On voit la pente. Hein. Je le disais tout à l'heure, ça va être un sprint de costaud là, en montée. Et c'est en tête que l'aborde Thibaut Pinot. Voilà, et le trio est parti derrière. Ils ont récupéré la grande route. C'est là hein, où Arensman va être primordial hein, pour Romain Bardet. Bah, c'est lui qui roule. Dans toutes ces parties-là. Allez, 300 mètres. Là, on arrive au panneau 300 mètres pour Thibaut. Attention, on va pas se faire surprendre. Voilà, bien le mettre le long de la barrière là. Ça, c'est bien joué. Hein. Il l'a mis un peu dans la boîte. Du moins, il n'a qu'un côté hein, à surveiller, que le côté droit. Allez, David de la Cruz qui finalement fait le choix hein, de venir le provoquer un peu. Les deux hommes au coude à coude, alors que tout à l'heure, Pierre Esquer nous avait montré effectivement ce dernier virage à 200 mètres de la ligne, une longue courbe sur la droite. Et c'est peut-être insensible ici, mais de la Cruz est en train d'accélérer progressivement dans cette ascension. C'est pas encore lancé. Avec... Oh, il serre les dents. Thibaut Pinot va-t-il pouvoir déborder? Il est à l'extérieur maintenant. Thibaut Pinot lance le sprint. Maintenant à l'extérieur, il fait un petit peu plus de chemin, mais il passe devant. Il va le faire, Thibaut. Il va aller chercher cette victoire. Il va aller chercher cette victoire après laquelle il courait depuis déjà hier. Et bien voilà, ça y est, c'est fait. Plus de 1000 jours après son dernier succès au Tourmalet, il remporte une nouvelle arrivée. Une arrivée ici au sommet de cette côte devant David de la Cruz. Quelle frustration enfin évacuée. Quelle déception aussi pour bien sûr l'Espagnol David de la Cruz qui était son compagnon d'échappée jusqu'au terme de cette dernière étape du Tour des Alpes. Allez, maintenant à Romain d'aller nous chercher le général. Mais bien sûr, oh là là. Oh ben là, je peux vous dire que Pierre Esquer aura sûrement dans quelques minutes un témoignage de Thibaut Pinot en exclusivité sur la chaîne L'Équipe pour saluer évidemment cette victoire. Ce retour au premier plan, c'est le Tour des Alpes. C'est une étape, une course très montagneuse, mais c'est aussi une course qu'il aura pris avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de concentration, sur laquelle, sachant qu'il ne pouvait pas jouer le premier rôle au classement général, il voulait absolument briller bien sûr sur l'une ou l'autre des étapes. Et n'oubliez pas que la semaine prochaine, à partir de Bardy, nous retrouverons Thibaut Pinot et nous retrouverons les principaux protagonistes de l'une des grandes courses par étapes du World Tour, le Tour de Romandie, que vous pourrez suivre toute la semaine prochaine de mardi à dimanche. Ce sera les après-midi à partir de 15 h. Allez, on revient maintenant sur le groupe dans lequel il y a Timon Arensman. En deuxième position, son leader Romain Bardet, qui pour l'instant est virtuel leader de la course. Et en troisième position, vous aviez l'équipier de Thibaut Pinot. S'il s'agit de l'Australien Michael Storer. Ces trois coureurs, hein, Michael Storer, Arensman et Bardet. Bah, Bardet, on le sait, c'est pour la victoire au général, mais même Arensman et Storer jouent le podium aussi. Le podium. Ils sont classés au classement général. Magnifique cette image, hein. Bravo Thibaut. Ouais, quelle délivrance. Là, je pense que le mot n'est pas galvaudé. Lennart Kemna maintenant qui passe la ligne en troisième position. Kemna qui, rappelons-le, hein, avait gagné la deuxième étape de ce Tour des Alpes et qui se
3 un accessite. Et si aujourd'hui une place de 3e. Si tout à l'heure j'ai évoqué le fait qu'Arensman et Storer jouent aussi le podium, c'est intéressant pour Romain. Logiquement, je pense que Michael Storer devrait passer. On devrait avoir une alliance entre ces 3 coureurs. Allez, on est sur la partie pour l'instant, il n'y a que Arensman qui roule. Même Romain ne roule pas. Mais l'autre il roule vite déjà. Ouais, il a l'air de rouler vite. Alors que là c'est Igor Arieta qui est en train d'arriver. À noter, je crois qu'on l'a pas dit hier, c'est le fils de José Luis. Si, on l'avait dit hier. On l'a dit hier. T'écoutes pas. Pardon. Pourtant je suis au commentaire avec vous, c'est dommage. Allez, on aperçoit Thibaut Pinot qui est en train de se changer, ne pas attraper froid, mettre des vêtements chauds après une journée où il ne faisait vraiment pas beau, alors que le Basque ici en termine pour la formation Kern Pharma. Ça y est. Image de Pierre Esquer bien sûr pour la chaîne d'équipe. Allez, il faut que Michael Storer roule. Il faut qu'il roule aussi. Lui, il a le podium. Oui, mais non, ils sont arrivés à plus de 3. Il n'y a plus de bonif. Non, il n'y a plus de bonification. Ouais. Et de toute façon, Storer. Enfin, après, oui, il faudrait qu'il prenne un temps, mais il est loin. Il est à 14 secondes de Romain Bardet. Donc, ça fait quand même un sacré écart. Non, mais pour la 3e place. Pour la 3e place. Pour la 2e place, oui, je veux dire. Pour la 2e place, mais bon. Parce que s'il peut les sortir dans la montée, pourquoi pas. Ouais, tout à fait. Je pense que oui. Mais il va falloir quand même prendre du temps. Prendre 14 secondes à Romain Bardet juste dans la dernière. Non, mais c'est pas Romain qui est. Oui, c'est pour Arensman, pour aller chercher la place de 2. Arensman en tout cas qui se sacrifie complètement pour Romain Bardet. Attention à ces ronds-points là. C'est bon, c'est passé. Et par contre, on n'a pas d'infos, parce que là, on parle, mais on n'a pas d'infos sur où est sur les poursuivants. Bilbao. Non, mais ça, Bilbao, il peut pas rentrer avec deux rouleurs comme Bardet et Arensman dans ces derniers kilomètres où on joue la gagne. Il n'avait plus d'équipier non plus. Bilbao. Regardez la joie de Julien Pinot, le frère de Thibaut, qui est venu évidemment le saluer, son frère, mais aussi son entraîneur. On est heureux dans le camp Groupama FDJ. On met fin à une disette. Je vous rappelle que Thibaut Pinot avait dit en début de saison à notre confrère Alexandre Ross de l'équipe, du journal L'équipe, qu'il souhaitait absolument gagner au plus vite. En cette année, ça a été un petit peu plus long peut-être qu'il n'espérait, mais la victoire n'en est que plus belle. Allez, on revient sur le trio. Alors, on se retourne, est-ce qu'on aperçoit les poursuivants? Non. Où la moto là? Mais oui. On a eu peur. Ah, il y croit. Regardez, il a le petit sourire. Il a la banane. Mais oui, Romain Bardet, c'est que... Vous avez vu un sourire là? Ouais, il a un sourire. Oui, on a vu la banane. Donc ça veut dire qu'il connaît les écarts, mais on n'a vu personne. Oui. Après, de toute façon, si eux se retournent visuellement, on le voit bien. S'il y a 2 secondes, 5 secondes, 20 secondes, 30 secondes, on arrive à le voir sur cette longue ligne droite. On arrive à l'estimer du moins. Oui, puis il faut que 2 secondes. Et la caméra passe devant, donc on va peut-être pouvoir... Non. Je pensais qu'on allait peut-être pouvoir apercevoir au loin. On annonce 24 secondes là-haut à l'écart GPS entre le groupe Bardet et Pello Bilbao. Donc ça va le faire, ça va le faire pour Romain. Et Storer roule maintenant. Storer, il a compris aussi. Il a un podium à aller chercher. Si on arrive avec plus de 16 secondes d'avance sur Bilbao, Arensman et Storer feront 2 et 3. Dans quel ordre? Je sais pas. Ça se joue à la place ou ça se jouera s'il y en a un des deux qui arrive à distancer l'autre. On va regarder justement, on va anticiper sur les places de Storer et de Arensman. Ils sont dans le même temps. Parce qu'ils sont effectivement tous les deux à 16 secondes. Ils étaient à 16 secondes de Bilbao ce matin. Et donc à 14 secondes de Romain Bardet au classement général. « 26 secondes, on perd du temps pour le maillot vert, on perd du temps, c'est tout bon pour Romain. » Parce que Arensman se sacrifie évidemment. Il risque de le payer dans l'ascension, même cette côte finale. Oui, mais enfin, on ne fait pas d'omelette sans casser deux. Exactement. On ne peut pas avoir tous les objectifs et y parvenir. Il vaut mieux en avoir un seul. Et l'objectif de ces hommes, de ces 2 coureurs de la formation néerlandaise DSM, c'est bien sûr la victoire finale. La victoire finale dans cette épreuve de Romain Bardet. Romain Bardet qui, rappelons-le, n'a remporté qu'une course par étape dans sa carrière. C'était le Tour de l'Ain il y a quelques années. Et il pourrait ajouter donc cette ligne de palmarès qui signerait son retour au premier plan de façon encore plus formelle qu'il ne l'avait fait encore l'année dernière lorsqu'il s'était imposé sur une belle étape de la Vuelta.
Allez, on est dans le dernier kilomètre là pour Romain. Michael Storer qui a compris un peu qu'on allait se jouer le podium. Il ne prend plus de relais, il laisse rouler l'écart est monté à 29 secondes. Donc voilà, vous avez les 3 premiers du classement général. Il y a les 3 premiers du classement général. Vous savez qu'ils se connaissent très bien tous les 3. Parce que n'oublions pas que Storer était dans cette équipe l'année dernière. Donc ils sont tous les 3 en connaissance. Alors vous voulez dire ? Pardon ? Il y a une alliance Non, pas du tout, il n'y a pas d'alliance. Mais c'est assez curieux de les retrouver effectivement ensemble aux avant-postes. Voilà, de toute façon, pour le tir groupé, DSM, c'est déjà pas mal, même sans Storer. Allez, Arensman, on le sent là, qui est un peu juste. Arensman, ça risque d'être compliqué, mais c'est pas grave. Il y a le général pour son leader, pour Romain Bardet. On vous rappelle qu'il n'y a plus de bonification à prendre, mais que ce sont les écarts. Arensman, il va perdre la deuxième place, je pense, au profit de Storer. Romain Bardet s'en est rendu compte. Alors qu'est-ce qu'il fait? On a l'impression qu'il il attend. Il ralentit. Il ralentit un petit peu pour permettre à Storer de passer et de préserver peut-être ses chances de podium. André Amador là qui passe la ligne, qui était dans l'échappée. Ah non, il n'arrive pas à suivre, ça va être vraiment difficile. Oui, parce que Romain, il peut lever le pied pour l'attendre, mais l'écart, le dernier écart qu'on a vu. Et même Storer est un peu à fond dans la roue de Romain. Storer est pas en capacité. Regardez s'il est à fond, il va accélérer cependant. Et c'est Storer qui va lancer le sprint pour aller chercher justement peut-être un petit écart de temps par rapport à Arensman afin de prendre la deuxième place. Mais on est content en tout cas, même pour Arensman, parce que cette fois, eh bien, grâce au passage sur la ligne de Romain Bardet, c'est assuré. Il y aura donc la victoire finale dans ce Tour des Alpes pour le Clermontois. Eh bien écoutez, c'est magnifique ce qu'a réussi Romain Bardet aujourd'hui. On disait qu'il avait la possibilité peut-être de prendre le pouvoir parce que la marge était assez infime. Il l'a fait. Il a été au rendez-vous bien sûr de cette dernière étape. C'est confirmé, c'est confirmé. Peyo Bilbao là qui arrive avec Attila Valter et Félix Gall. Regardez, il y a plus de 30 secondes. Il a tout perdu aujourd'hui. Peyo Bilbao, il a même perdu le podium. Derrière, on a Richie Porte qui arrive aussi. Alors la stratégie d'Ineos aujourd'hui, il faudra quand même en parler. Richie Porte qui a fait la sélection dans la dernière session, mais qui a oublié tout simplement Sivakov. Mais les oreillettes, ça marche pas là. Hugh Carty maintenant qui arrive, le vainqueur d'hier, Miguel Angel Lopez. Et Cocorico quand même aujourd'hui. Les Français, Thibaut Pinot remporte l'étape, Romain Bardet remporte le classement général. Oui, avec 2 hommes de l'équipe DSM assez grandiose. Et puis cette équipe Groupama FDJ quand même. La victoire, la renaissance de Thibaut Pinot et 2 hommes dans le top 5 probablement. Normalement, je pense qu'il fait 2. Qui fait 2? Storer fait 2 au général, oui. Mais avec Attila Valter, on aura peut-être 2 hommes de cette équipe dans le top 5 du classement final. Donc c'est une réussite qui comble évidemment l'entourage de Thibaut Pinot, de Michael Storer ici au premier plan et bien sûr de son équipier Attila Valter. En tout cas, Romain Bardet remporte donc cette épreuve. Il est le 3e Français après Luc Leblanc, après Thibaut Pinot, à s'imposer dans cette épreuve disputée aux confins de l'Italie et de l'Autriche. Mikel Landa maintenant qui passe seulement la ligne. On a Sivakov aussi qui passe seulement la ligne. Il me semble qu'il y avait un coureur de l'équipe Groupama, je crois que c'était Lenny Martinez aussi. Allez, je vous propose messieurs d'écouter Thibaut Pinot sur la ligne d'arrivée au micro de Pierre Esquer. Thibaut, hier vous parliez de tourner la page, ça y est, elle est tournée, vous avez levé les bras plus de 2 ans après. Ouais, j'étais tellement dégoûté qu'hier que aujourd'hui j'avais la rage cette nuit et oh mec. Et voilà, ce matin j'avais le couteau entre les dents, même s'il pleuvait, je la voulais celle-là et franchement j'avais des super jambes aujourd'hui. Voilà, j'avais qu'une idée en tête, c'était de gagner. Merci beaucoup Thibaut, on vous laisse aller au protocole et vous revenez nous voir. Oui, bien sûr qu'on va revenir Pierre, merci d'avoir eu cette première réaction de Thibaut Pinot. Alors si vous nous rejoignez, franchement, vous restez avec nous parce qu'on a beaucoup de choses à voir, beaucoup d'émotions de part et d'autre. La victoire d'étape pour Thibaut Pinot sur ce Tour des Alpes, le général pour Romain Bardet. C'est une magnifique journée pour le sport français. Soyez avec nous, on va accueillir tous nos consultants et Pierre Carré.